Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Saddiq Abba. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Merci infiniment de votre acceptation, sachant que vous êtes en Afrique. Actuellement, vous êtes quelqu'un qui est considéré parmi les vrais enquêteurs maintenant en tant que journaliste, et notamment en Afrique. Et sincèrement, j'étais ébloui avec le contenu du livre que vous avez fait avec votre ami, un co-auteur qui s'appelle Monsieur Mamadou Laouli Dan. Et ce livre, il est très intéressant et j'aimerais bien commencer avec ce livre dans notre échange avant d'y aller encore plus loin sur la thématique que nous souhaitons développer avec vous ce jour, notamment Boko Haram et la relation France-Afrique, grippe passagère aux crises de fond, sur un certain nombre de plans, bien entendu, l'économie, le terrorisme, l'histoire et le social. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Saddiq Abba, journaliste spécialiste des questions africaines, qui a travaillé tour à tour pour l'agence panafricaine de presse, l'hebdomadaire Jeune Afrique, puis le site d'information Monde d'Afrique. Monsieur Saddiq Abba, dans un premier temps, si vous le permettez, pourriez-vous nous donner une toute petite idée de ce que c'est que le Boko Haram? Parce que j'ai vu dans votre préface, il y a deux étapes, il y a 2002 et 2009. C'est quoi Boko Haram en 2002 et c'est quoi Boko Haram en 2009? Je vous remercie d'abord de votre aimable invitation et de grand plaisir à échanger avec vous pour le profit de vos auditeurs. Merci. Qui s'intéressent aux questions africaines. Boko Haram, paradoxalement, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Boko Haram, mais les gens ne connaissent pas très bien ce mouvement. À l'origine, Boko Haram a été créé en 2002 par un certain Mohamed Youssouf, un érudit qui est parti étudier le savoir islamique en Arabie Saoudite, en Égypte, et qui est revenu dans son pays au Nigeria, précisément dans un village qui s'appelle Kanama, qui est sur la frontière entre le Niger et le Nigeria. Et il a commencé à réunir des gens, à former les gens autour de lui, sur le principe de dire que l'école occidentale véhicule de mauvaises valeurs, véhicule de mauvais contenus, et l'école occidentale allait égarer les enfants du Nigeria, tous les musulmans du Nigeria. Et sur ce principe-là, il a réussi à mobiliser des gens, il passait de village en village, il faisait son prêche, il faisait dans le prosélytisme de façon pacifique pendant la période de 2002 à 2009. Il a fait des différents prêches autour des dangers que représente l'école occidentale, parce que Boko Haram, en Hausa, c'est une expression en Hausa qui veut dire que l'école occidentale est illicite. Boko, ça veut dire l'école occidentale. Haram, ça veut dire haram, comme en arabe, ça veut dire illicite. Donc l'école occidentale est illicite et c'est comme ça qu'il a fait la campagne dans toute la partie sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, autour de la région de Kanama, entre deux États du Nigeria, puisque comme vous savez, le Nigeria est un État fédéral avec 36 États, et entre le Borno et le Yobe, il a fait son prosélytisme, il a mobilisé des gens jusqu'en 2007 à 2009 de façon pacifique. Et certains ont accueilli son discours avec beaucoup d'intérêt, ont suivi, parce que non seulement il disait que l'école occidentale est un péché, mais il expliquait par exemple que le détournement qu'il y a au Nigeria, l'injustice qu'il y a au Nigeria, tout ça est lié à l'enseignement que les enfants ont reçu, puisque ceux qui deviennent fonctionnaires, ce sont ceux qui ont fait l'école occidentale. Donc, pendant la période de 2002 à 2009, il a mené son combat de façon pacifique. Monsieur Saddiq Abba, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Avant de passer à 2009, de 2002 à 2009, comment ça a été la position des autorités? Non, les autorités ne s'intéressaient pas. Les autorités le considéraient comme un illuminé. C'est-à-dire qu'ils le considéraient comme un fou qui était en train de raconter. Ils ne se sont pas intéressés. Ils n'ont pas eu conscience du danger. Ils ont négligé ça en considérant que Mohamed Youssouf était un illuminé qui faisait ces choses et que
ça n'allait rien devenir. Donc ils ont négligé, ils ont laissé faire. Et Mohamed Youssouf, pendant ce temps, a recruté des partisans. Beaucoup de gens, aujourd'hui, il fait son prêche, il y a 100 personnes, demain 200, après-demain 300, etc. La mayonnaise avait commencé à prendre dans la société nigériane. Son discours était un discours qui était convaincant. Parce que quand vous expliquez dans un pays comme le Nigeria, qui produit 2 millions de barils de pétrole par jour et qui a au moins 45% à 50% de sa population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté, et vous expliquez cela parce que l'école occidentale n'a pas enseigné de bonnes valeurs aux gens, il y a beaucoup de gens qui vont adhérer à ce type de discours. Donc pendant cette période, le gouvernement ne s'est pas intéressé et Mohamed Youssouf, le petit mouvement qu'il avait créé autour de lui, a pris une très grande ampleur de 2002 à 2009. Il a fait, c'était une phase de recrutement, il a recruté des gens, des partisans qui relayaient son discours, qui l'accueillaient, qui l'accompagnaient dans ses déplacements. Et c'est à partir de 2009 justement que Boko Haram a commencé à devenir un mouvement armé. Et il faut là, je pense qu'il est important de préciser que en 2009, ce qui s'est passé, le gouvernement fédéral du Nigeria a attaqué les partisans de Boko Haram. Et militairement, il les a attaqués, il y a eu une répression féroce contre les partisans de Mohamed Youssouf. Et Mohamed Youssouf lui-même a été arrêté vivant, mais a été exécuté par les autorités du Nigeria. Et ça a fait basculer le mouvement dans la lutte armée. À partir de là, à partir de cet épisode, les gens de Boko Haram se sont organisés eux-mêmes pour chercher des armes. Ils ont récupéré une partie des armes sur les forces fédérales de sécurité du Nigeria. Ils se sont armés, ils ont commencé eux aussi à commencer la lutte armée. Boko Haram, qui était un mouvement pacifique, est devenu, à partir de 2009, un mouvement armé et il s'est métastasé. Il a commencé dans un petit village, ensuite dans l'état de Maiduguri au sud, et après il a pris une grande ampleur pour devenir ce que vous savez, puisque à partir de 2015, Boko Haram s'est élargi au Niger, au Tchad et au Cameroun. Donc aujourd'hui, Boko Haram concerne 4 pays du bassin du lac Tchad. Après sa naissance au Nigeria, il s'est progressivement étendu à ces 4 pays-là. Monsieur Sateraba, vous avez dit au départ comme quoi l'initiateur de Boko Haram a obtenu, bien sûr, le soutien, comme vous l'avez dit, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce soutien qu'il y a eu en 2002 a continué à partir de 2009? Non, il n'y a pas eu de soutien comme ça. Il est parti étudier. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de nos concitoyens, nous qui sommes de cette partie de l'Afrique, beaucoup de gens partent par faire leur savoir islamique en Arabie Saoudite et en Égypte. C'est pas auprès des autorités, non. Ils partent pour apprendre l'enseignement islamique, pour apprendre le Coran. Il n'y a pas de soutien direct, mais il est parti là-bas à la recherche du savoir. C'est pas il est parti chercher du soutien et qu'il a eu du soutien, mais pour parfaire les connaissances, vous savez, dans nos pays, par exemple, nous qui sommes sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, quand vous voulez approfondir votre savoir islamique, vous partez au Nigeria, après le Nigeria, vous partez en Égypte, après l'Égypte, vous partez en Arabie Saoudite. C'est un parcours classique, c'est pas un soutien, mais c'est une recherche de connaissances, d'approfondissement de son savoir islamique qu'il a amené dans ces différents pays. Il n'y a pas aujourd'hui, ni pendant la période de 2002 à 2009, ni aujourd'hui un soutien avéré de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte au mouvement Boko Haram. Les enquêtes que nous avons menées sur le terrain n'ont pas prouvé qu'il y avait ce type de soutien. Et le financement venait d'où pour mobiliser tout ce monde qu'ils ont fait, comme vous l'avez bien dit dans votre livre, quand même 27 000 morts. Oui, parce que à partir de 2009, Boko Haram est devenu un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé qui attaquait régulièrement les casernes des forces armées au Nigeria, au Niger et au Tchad. Donc c'est pour ça aujourd'hui, vous savez, depuis la sortie de notre livre parle de 27 000 morts, mais les Nations Unies disent que c'est à peu près aujourd'hui 36 000 morts, 36 000 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. C'est pas un chiffre exagéré, parce que le mouvement sévit dans 4 États. Il sévit au Nigeria, il sévit au Cameroun, il sévit au Tchad, il sévit au Niger. Et dans tous ces mouvements-là, il y a des attaques contre les casernes, il y a des attaques contre les marchés, il y a des attaques contre les écoles. Donc le chiffre n'est pas exagéré. C'est Boko Haram et le mouvement terroriste le plus meurtrier. Devant les autres mouvements terroristes qu'il y a au Sahel, qu'il y a au Moyen-Orient, tout ça, Boko Haram est le mouvement le plus meurtrier. Je suis d'accord avec vous, mais le problème qui se pose jusqu'à maintenant, c'est quoi leur moyen de financement? Parce qu'on peut pas résister comme ça, parce que il y a des prêches qui appellent au djihad. Non,
il y a certainement... Il y a. Écoutez, je peux vous dire que c'est pas le mouvement est très bien structuré. 80% à 90% de l'argent de Boko Haram vient de l'autofinancement. Ce qu'ils font, dans la partie du lac Tchad, il y a des gens qui font la pêche. Sur chaque carton de poisson pêché, ils ont une taxe qui leur est versée. Sur chaque poivron, sur chaque sac de poivron qui est enlevé pour être vendu au Nigeria, il y a de l'argent qui leur est versé. Donc, ils font eux-mêmes, ils perçoivent des taxes dans les régions où ils sont présents. Ensuite, lorsqu'ils attaquent des banques, lorsqu'ils attaquent des villages, ils peuvent attaquer des banques. Lorsqu'ils attaquent des villages, ils récupèrent des animaux qu'ils revendent par des intermédiaires. Ils ont mis en place un système économique qui leur permet de faire pour 80 à 90% de l'autofinancement. Maintenant, le reste de l'argent, ils imposent à des commerçants de payer des taxes, ce qu'ils appellent l'effort de guerre. Ils appellent un commerçant, ils lui disent il faut que tu payes parce que nous faisons le djihad, il faut que tu payes de l'argent. Et souvent, les gens sont obligés de leur verser de l'argent parce qu'ils ont peur pour leur survie. S'ils ne font pas ça, ils vont être tués ou ils vont avoir des problèmes. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, ça permet à Boko Haram d'avoir beaucoup d'argent. Parce que quand ils attaquent, par exemple, un troupeau, ils enlèvent 150 têtes de chameaux ou 200 vaches, ils les revendent sur le marché, ça leur fait de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'ils s'organisent. Ils ont une stratégie d'autofinancement qui est parfaitement simulée, qui est parfaitement structurée, avec des gens qui sont chargés de collecter de l'argent, d'autres qui sont chargés de revendre des animaux, d'autres qui sont chargés de faire de la production agricole qu'ils revendent. C'est un mouvement qui est très structuré, avec une autonomie financière parfaitement organisée. Bien. Vous avez parlé comme quoi il y a des gens qui ont quitté Boko Haram et il y avait un centre qui fait référence, d'après renseignements, pour la déradicalisation de ces personnes destinées pour la réinsertion, sans les en même temps de leur formation. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur le plan expérimental, parce que c'est un petit peu la mode aujourd'hui, ici en France et en Europe, on parle la création d'un centre de déradicalisation des djihadistes, et surtout avec ce qui est en train de se passer actuellement en Syrie et ailleurs. Certainement, il y en aura quelques-uns qui vont revenir. Quelles sont les démarches qui ont été prises par les responsables dans ces pays pour former, pour réinsérer ces jeunes ou ces personnes dans la société en l'éloignant sur le Boko Haram en tant que mouvement violent? Absolument, la question est très intéressante et elle a plusieurs volets. Les gens se sont aperçus que dans beaucoup de cas, ceux qui sont dans Boko Haram sont des enfants de la ville, sont des enfants du quartier, sont des enfants du village qui sont allés rejoindre Boko Haram. Et à partir de là, dans le cadre du Niger, on a mis en place une stratégie disant aux gens, écoutez, si vous renoncez à rester dans Boko Haram, vous revenez tranquillement en disant, moi, j'ai fait Boko Haram, je me suis trompé aujourd'hui, je reviens dans la vie civile. On vous pardonne, on ne vous poursuit pas, on ne vous met pas en prison. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis dans Boko Haram, qui ont connu une amère désillusion, qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, qui ont été déçus par les pratiques du mouvement et qui cherchaient à revenir. Donc, à partir de décembre 2016, le Niger a mis en place cette politique de repentir contre pardon. Et beaucoup de gens sont revenus. Et lorsque les gens sont revenus, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont adhéré à Boko Haram parce qu'ils considéraient que Boko Haram faisait le djihad et que eux, en tant que musulmans, c'est leur devoir de participer au djihad. Donc, ceux-là ont besoin d'être déradicalisés. À côté des autres combattants, il y en a qui sont partis dans Boko Haram entre nous parce qu'ils cherchaient du profit, parce qu'ils pensent qu'on peut trouver de l'argent, etc. Mais ceux qui sont partis par adhésion à l'idéologie religieuse de Boko Haram, ceux-là, lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'on a ouvert le centre de Gouroumbia, le centre avait été d'abord ouvert à Difa, et lorsqu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient venir, parce qu'il y a quand même eu près de 290 personnes qui sont revenues. Donc, sur ces 290 personnes, ceux qui sont partis par idéologie religieuse, on a fait venir des savants musulmans qui leur ont expliqué les vraies valeurs de l'islam, qui leur ont expliqué que Boko Haram n'a rien à voir avec les valeurs islamiques, puisque Boko Haram vient dans un village, il tue tout le monde, il tue des femmes, il tue des enfants. Ça n'a rien à voir avec le djihad, ça n'a rien à voir avec les valeurs islamiques. Donc, les savants qui les ont reçus leur ont donné les vraies instructions, leur ont donné les vraies valeurs de l'islam. Et ça, ce travail de déradicalisation a été fait au niveau du centre.
Une fois que le travail de déradicalisation est fait, maintenant, on a appris un métier à chacun des combattants. Il y en a qui ont été formés à la soudure, d'autres qui ont été formés à la maçonnerie, d'autres qui ont été formés à l'élevage, d'autres qui ont été formés à la production agricole, d'autres qui ont été formés, donc différents métiers, ils ont reçu des formations. Après ça, on leur a donné les moyens d'aller se réinstaller dans les endroits de leur choix pour avoir une vie sociale après Boko Haram, et voilà, une vie sociale après Boko Haram. Donc, il y avait 3 phases. La phase de déradicalisation pour leur montrer qu'ils se sont trompés, ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec l'islam. Ensuite, la phase de la formation professionnelle, ils ont appris un métier. Et maintenant, la phase de réinsertion sociale, pendant laquelle ils sont retournés dans leur village. Dans un premier temps, sur les 250 à 280 personnes qui avaient été accueillies par le centre, tous ont été formés. Et le 17 février dernier, la dernière vague des combattants a quitté le centre pour aller rejoindre la vie civile, ont été réinsérés dans la vie sociale normale. On s'attend à ce que d'autres personnes rejoignent ce centre, à la suite de quoi elles vont suivre le même cursus de réhabilitation, formation professionnelle et réinsertion sociale. Cette initiative a beaucoup marché. La seule chose qui me semble pour moi à titre personnel un peu regrettable, c'est que le Niger a pris l'initiative tout seul. Il n'a pas associé le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. À mon avis, si on avait fait cette initiative de façon concertée, dans une démarche sous-régionale en intégrant tous les pays concernés, c'est sûr que ça aurait été plus efficace. Mais c'est déjà une bonne chose que le Niger ait choisi de faire ça, à mon avis. Ça a permis quand même de 300 personnes. Ça se comprend quelque part, parce que simplement là on parle le Cameroun, ce n'est pas un pays musulman à 100%, comme vous le savez. Oui, tout à fait. Voilà, monsieur, donc il y a c'est une histoire de religion. Dans la partie, Boko Haram, la partie que Boko Haram, où Boko Haram se trouve, le Nord Cameroun est la partie musulmane du Cameroun. Donc on pouvait faire la même démarche. Le Nord du Cameroun, c'est la partie musulmane du Cameroun. Et comme vous le savez, on est bientôt pour la journée de la femme, le 8 mars. Et dans votre livre, vous avez parlé des choses qui sont très importantes à mes yeux, et vous avez parlé de cette souffrance, de ce destin, souvent bafoué, de ces femmes, de ces jeunes femmes enlevées par Boko Haram. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les pratiques de ces mouvements, sur ces femmes, et quelle est leur destinée? Oui, je pense que ça, c'est pas à vous ni même à vos auditeurs que j'apprends. Vous savez que la femme tient une place importante dans les valeurs islamiques. L'islam fait de la valorisation de une femme importante, contrairement à ce que dit souvent la propagande occidentale en disant que voilà, les femmes sont marginalisées dans les pays. Il y a une place importante de la femme, et c'est ça qui m'amène aussi à dire que Boko Haram, dans sa pratique, ne respecte pas beaucoup les valeurs de l'islam. Parce que quand on voit les sorts que Boko Haram réserve aux femmes, les femmes sont enlevées et les jeunes filles sont enlevées, elles sont ramenées dans les camps de Boko Haram. Ensuite, elles peuvent même être vendues aux combattants. Certains combattants qui ont l'argent peuvent les acheter et en faire des esclaves qu'ils disposent à leur guise. Lorsqu'on sait que Boko Haram prend des femmes et les donne en mariage à ses combattants, sans leur consentement, sans qu'elles soient d'accord, on vous donne en mariage à un homme. Si le combattant décède, on vous donne à un deuxième. S'il décède, on donne à un troisième, etc., etc. Donc, il y a des pratiques, il y a des sorts que Boko Haram réserve aux femmes, qui n'est pas un sort normal, qui n'a rien à voir avec les valeurs de l'islam. À côté de cela, il y a aussi des femmes que Boko Haram envoie comme kamikazes. Il les oblige à aller se faire exploser avec les charges, avec les ceintures explosives pour commettre des attentats dans des villages. C'est déjà arrivé. Il y a des jeunes filles qui ont commis des attentats au Niger, qui ont commis des attentats au Cameroun. Donc, et ça, ce sont des choses, des pratiques de Boko Haram. Tout le monde se souvient des filles des lycéennes qui ont été enlevées à Chibok en avril 2014. Ça avait provoqué une émotion planétaire. Madame Obama, Tony Blair, etc. Tout le monde entier s'était ému. Et il y a eu une mobilisation pour les retrouver. Mais on n'a jamais retrouvé toutes ces femmes parce que Boko Haram les a éparpillées, les a fait épouser à des combattants. Certaines se sont retrouvées au Cameroun, d'autres au Nigeria, d'autres au Niger, etc., etc. Donc, vraiment, il y a un sort particulier dans la stratégie de Boko Haram à l'égard des femmes. Elles sont à la fois utilisées
pour recruter des gens en disant, écoutez, si vous venez, on va vous donner des femmes en mariage. Certains peuvent être convaincus par cette promesse. Ensuite, il y a le sort qui leur est réservé une fois qu'elles sont ramenées, elles sont enlevées dans les villages. Il y a un traitement qui leur est réservé par Boko Haram qui n'est pas un traitement digne de respectueux des droits de la femme selon les valeurs de l'islam. Dans votre livre, vous avez dit comme quoi il s'agit d'un mouvement terroriste, salafiste et djihadiste qui a prêté allégeance en 2015 à l'État islamique. La question qui s'impose, M. Saddeq Abba, est-ce que les salafistes préconisent les choses que vous venez de décrire sur Boko Haram? Non, ça dit que c'est comment dire, il y a un détournement des valeurs de l'islam qui a été fait par Boko Haram pour passer du salafisme au terrorisme. Voilà, donc Boko Haram est un mouvement terroriste parce que lorsque vous venez, comme nous avons pu le voir, nous l'avons documenté, dans un village, vous trouvez des gens en train de prier et vous attaquez la mosquée, ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'islam, du salafisme. Ça devient salafiste mais terroriste. Donc c'est ça, c'est que le basculement du salafisme au terrorisme a été opéré par Boko Haram. Et c'est ça qui est nu à sa crédibilité. Vous savez que Boko Haram a tué des gens qui étaient en train de prier dans une mosquée. Boko Haram a tué des gens qui sortaient de la salat al-Ishaï. Après, à la fin de la soirée, les gens ont fini de leur prière, Boko Haram les a exécutés. Boko Haram a égorgé des marabouts, a égorgé des imams en disant que l'islam qu'eux ils défendent n'est pas le vrai islam, que c'est eux seulement qui sont porteurs du vrai islam. Donc il y a beaucoup de choses qui font que Boko Haram aujourd'hui est passé du mouvement salafiste rigoriste à un mouvement terroriste qui promet des attentats, qui attaque des mosquées, qui tue des imams, qui tue des croyants musulmans. Une dernière question sur ce volet, si vous le permettez, M. Saddeq Abba. Y a-t-il une relation entre Boko Haram et ce qui est en train de se passer comme mouvement terroriste au Sahel? Oui, il y a il y a des relations de coopération. Boko Haram avait envoyé, ça a été documenté, Boko Haram envoyé des personnes se faire former par les mouvements djihadistes normalistes qui se trouvent au Sahel. Certaines techniques, par exemple, on a vu récemment, il n'y a pas longtemps, Boko Haram poser des mines personnelles sur lesquelles des gens peuvent exploser ou des véhicules des forces de défense et de sécurité. Boko Haram ne savait pas faire ça. C'est une pratique des mouvements du Sahel qui a été apportée à Boko Haram par des experts, par des gens qui ont été formés. C'est comme, vous savez au Sahel, que beaucoup de gens, des combattants qui ont été défaits au Levant, qui ont été défaits en Irak et en Syrie, se sont infiltrés pour venir au Sahel, pour former les mouvements djihadistes du Sahel. Donc Boko Haram aussi a reçu de la formation de la part du mouvement du Normali, et on a réussi aussi à retracer des transferts d'argent que le mouvement du Sahel a envoyé de l'argent à Boko Haram, parce que tous appartenaient, par exemple, il y a l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans le Sahel, qui est aussi une province avec Boko Haram. Boko Haram est affilié aussi à l'État islamique. Donc il y a des relations d'accompagnement, des relations de coopération, de soutien, de formation entre Boko Haram et les mouvements qui vivent au Sahel. Ouais, ouais. D'accord, donc il y a un lien entre les mouvements terroristes qui se trouvent au Sahel et, comme vous l'avez dit, au Grand Sahara et Boko Haram. Absolument, absolument. Absolument. Il n'y a aucun doute qu'il y a des relations d'échange, il y a des relations de coopération, de soutien. Il n'y a pas de relations économiques, comme par hasard? Non, il y a des relations de soutien, mais il n'y a pas de relations économiques formelles. Il y a des transferts de fonds que les États, que les uns et les autres peuvent se faire, mais il n'y a pas de relations économiques. On envoie des choses, vous achetez, vous envoyez des choses, on achète. Non, ce n'est pas ce type de relation. D'accord. Alors, on passe à la deuxième question, qui est en relation aussi avec la présence française, quelque part au Sahel, et l'opération Barkhane, comme tout le monde le sait, et cette relation historique aussi de la France avec l'Afrique. Vous êtes un fin observateur de la question africaine, et ça fait un certain temps que vous suivez ce dossier. Comment vous voyez l'évolution de la relation France et Afrique
cette dernière décennie? Oui, en fait, les relations ont évolué. Vous savez que l'Afrique, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont venus. La Chine, il y a 10 ans, n'était pas un acteur majeur, mais la Chine est devenue un très grand acteur au Niger. En Afrique, je voudrais dire, la Russie est redevenue un acteur. Si vous prenez le cas de la Centrafrique, qui a pendant longtemps, depuis son indépendance, était presque pour reprendre cette expression, en tout cas, la France faisait ce qu'elle voulait en Centrafrique pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a les Russes qui sont en Centrafrique et il y a même des rivalités entre la France et la Russie en Centrafrique. Donc, il y a de nouveaux acteurs, la Chine, la Russie, même l'Inde et le Brésil qui sont venus. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui se sont introduits sur la scène africaine et leur arrivée à modifier le type de relation que la France avait avec le continent africain. Dans beaucoup de pays qui étaient jusqu'ici considérés comme le précaré de la France, qui était une sorte de domaine réservé de la France. Aujourd'hui, la France est en compétition en Afrique avec beaucoup d'acteurs nouveaux et ça explique une évolution des relations. L'évolution des relations a commencé sur le plan économique. La France n'est plus le premier partenaire de beaucoup de pays africains, y compris dans les pays qu'elle a colonisés anciennement. Et à partir du moment où la relation économique a évolué, la relation politique aussi a suivi. Donc il y a une évolution, il y a une dynamique nouvelle dans les relations entre la France et l'Afrique qui n'étaient plus les relations il y a 10 ans. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs sont apparus sur le continent africain et ça change, ça a profondément transformé le type de relations que la France pouvait avoir avec les pays africains. Et selon vous, comment vous jugez cette nouvelle dynamique, positive ou négative pour la France? Non, moi je pense que c'est positif. Je pense que c'est bien qu'on sorte du tête-à-tête entre l'ancienne puissance coloniale et les anciens pays colonisés. C'est comme, pour prendre un exemple, c'est comme les questions de compagnie aérienne. Lorsqu'il y a une destination qui est desservie par plusieurs compagnies aériennes, les billets coûtent moins cher parce que les gens ont le choix entre les différentes compagnies aériennes. Pendant longtemps, beaucoup de pays africains avaient pour partenaire exclusif quasiment la France. Mais à partir du moment où d'autres acteurs sont arrivés, c'est une évolution positive parce que si la France propose un partenariat à un pays africain, un autre pays propose un type de partenariat, un troisième propose un type de partenariat, en fonction de ces différentes propositions, les pays pourront choisir. Alors que si avant vous avez une seule proposition, vous ne pouvez que vous en tenir à cette proposition. Le fait que d'autres acteurs soient arrivés, ça a créé une situation un peu concurrentielle. C'est rare, l'Afrique est devenue un champ de compétition. Pour moi, la compétition est toujours une bonne chose par rapport au monopole. Parce que ce qui est dangereux dans une relation, c'est le monopole. À partir du moment où c'est diversifié, à partir du moment où il y a de nouveaux acteurs, de nouvelles propositions, ça veut dire qu'il y a des chances que les pays africains puissent négocier au mieux de leurs intérêts avec la France. À mon avis, ça change le type de rapport de force dans la négociation. Les gens, on a pu voir dans des pays qui ont dit, bon, si la France ne veut pas, nous, on va acheter en Chine. Si les Chinois ne veulent pas, on va acheter au Canada, etc. Donc, pour moi, c'est une évolution positive et il appartient aux Africains de s'organiser pour tirer le meilleur bénéfice de cette évolution de leur relation avec la France comme avec les autres pays. Comme vous le savez, les Africains essayent de s'organiser sous forme, comme vous le savez, la CEDEAO. Sauf que la CEDEAO piétine jusqu'à ce jour. Comment, selon vous, c'est quoi la raison? Parce qu'il y a deux volets, il y a le volet anglophone et le volet francophone. Et aussi, il y a cette histoire de franc CFA. Comment vous voyez la chose sur le terrain? Oui, c'est-à-dire que, comme vous savez, par exemple, dans la CEDEAO, qui est le regroupement de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria pèse à lui seul 65% du produit intérieur brut de cette zone. Donc, vraiment, il y a un poids écrasant du Nigeria avec ses 200 millions d'habitants par rapport aux autres économies, la deuxième puissance économique du continent avec l'Afrique du Sud, et producteur de pétrole 2 millions de barils par jour. Donc, on ne peut pas construire une dynamique dans la CEDEAO sans inclure le Nigeria. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est que tous ces pays-là se sont aperçus que c'est important qu'ils aient en commun une monnaie. Et ils se sont mis dans une démarche avec des critères de convergence qu'ils auraient
qu'il devrait atteindre en décembre 2020. À partir de décembre 2020, si les critères de convergence avaient été remplis, l'Afrique de l'Ouest allait se doter d'une monnaie commune. Sauf que le principe de la monnaie commune aujourd'hui pose problème parce que les pays francophones de l'UEMOA, Union monétaire et économique ouest-africaine, les 8 pays parmi les 15 qui sont les pays qui ont en partage le franc CFA, ne sont pas dans la dynamique de la création de cette monnaie. Parce qu'ils n'ont pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils n'ont pas rompu le lien de dépendance avec la France. Même s'il y a eu une réforme récente qui dit que maintenant les réserves de change ne vont plus être déposées en France, elles vont être ailleurs, que les représentants du Trésor ne vont plus siéger à la Banque économique des États d'Afrique, à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO qui est à Dakar. Il y a que les liens économiques entre les pays de l'UEMOA et la France ne sont pas du tout rompus. Ça, à mon avis, c'est une sorte d'obstacle à l'avènement de la monnaie commune. Parce que, comme vous avez suivi dans l'actualité, les pays de la CEDEAO, les pays anglophones de la CEDEAO, le Ghana, le Nigeria, particulièrement, ont fait une déclaration pour regretter que les pays francophones aient choisi l'éco en disant qu'on va changer le franc CFA, on va le transformer en éco, alors qu'ils étaient, eux, dans une dynamique d'avoir une monnaie commune. Donc ça, c'est un des principaux obstacles. Et à mon avis, la balle est dans le camp des pays francophones de la CEDEAO. Parce que c'est à eux qu'il appartient de faire en sorte que la monnaie commune devienne une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'ils sont dans cette dynamique. Ils n'ont pas totalement rompu le lien de dépendance économique avec la France. Et s'ils ne rompent pas le lien de dépendance économique avec la France, les pays comme le Nigeria et le Ghana ne vont pas accepter de rejoindre le franc CFA, parce que s'ils rejoignent aujourd'hui l'éco comme c'est perçu, et ils considèrent ça comme le franc CFA, parce que l'éco que les pays de l'UEMOA, les pays francophones ont proposé est une monnaie animée à l'euro, avec la garantie de la convertibilité de l'euro, avec une dépendance avec la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Donc voilà, c'est ça, à peu près c'est comme ça que les difficultés se présentent. Si on veut évoluer, je pense que pour remettre le tout à plat, que les pays se mettent ensemble, créent leur monnaie, parce que les autres pays anglophones ont dit que nous, on veut un éco qui va dépendre d'un panier de devises, qui va dépendre du dollar, qui va dépendre du franc CFA avec un taux d'échange flottant, alors que là, les pays d'Afrique de l'Ouest francophone ont choisi de garder la parité avec l'euro, la dépendance avec la Banque centrale, et tout ça retarde le processus d'avoir une monnaie commune. C'était prévu en 2020, mais visiblement 2020 c'est dans 8 mois, il n'y aura pas de monnaie commune pour l'Afrique de l'Ouest en 2020. Sauf que, comme vous l'avez bien dit, il y a ce qu'on appelle la réalité. Comme vous le savez, M. Siddiqaba, la quasi-totalité, donc presque la totalité de ces pays, doivent leur sécurité et leur stabilité à la France, et notamment dans le Sahel et ailleurs. Donc, il y a une réelle présence française par rapport à la protection de ces pays. Et c'est le cas, à titre de comparaison, j'aimerais bien vous donner cet exemple qui est réel, qui a été dit par le président américain, M. Donald Trump. Il a dit que les Saoudiens, c'est nous qui les protégeons, donc ils devront payer. Donc, est-ce qu'on se trouve dans la même situation avec la France, dans ces pays africains, que leur existence en tant que pays unis, c'est grâce à la France. Si la France part et si la France n'aura pas d'intérêt économique avec ces pays, certainement nous tomberons sur d'autres multitudes micro-États en Afrique, et vu le poids des salafistes, comme vous l'avez dit, des terroristes qui se trouvent au Sahel, des terroristes qui se trouvent aussi avec Boko Haram et d'autres, que dans le Grand Sahara, risquent de faire mouche. Alors, comment vous voyez cette situation complexe sur un plan géopolitique, mais aussi cette présence accrue de d'autres pays, comme vous l'avez bien cité, la Russie, l'Inde, bien entendu la Chine, et cette arrivée massive? Est-ce que l'Afrique devient aujourd'hui un proie de nouveau, comme ça a été dans les siècles derniers? Non, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il y a eu une situation au Nord Mali en 2012.
Il y a eu, comme tout le monde sait, l'occupation du Nord Mali. On va pas refaire l'histoire, mais il y a eu, tout est parti de ce que vous savez, de la situation en Algérie, où le groupe salafiste pour la prédication et le combat, chassé par les forces algériennes, est venu s'installer dans le nord du Mali, et le groupe salafiste pour la prédication et le combat est devenu AQMI. C'est comme ça, à partir de 2008, etc., que les groupes terroristes ont commencé à venir dans cette partie du Mali. Et AQMI est né, après il y a eu les autres mouvements djihadistes, et en 2012, le nord du Mali, profitant de la chute de Kadhafi en janvier 2012, il y a eu une situation de rébellion et le groupe djihadiste a occupé le nord du Mali. Donc, quand les groupes djihadistes ont décidé de marcher sur Bamako, il y a eu l'intervention française à la demande du Mali. Mais avant 2012, il n'y avait pas de forces françaises dans cette partie de l'Afrique saharienne. Il n'y en avait pas. Même au Mali, il n'y en avait pas. Donc, c'est à partir de 2012 que cela a été créé. Pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que si Barkhane se retire, ce serait une situation d'insécurité pour l'ensemble du Sahel, puisque les armées africaines ne sont pas aujourd'hui sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, sur le plan de l'équipement, prêtes à elles seules à faire face au péril djihadiste. Mais il faut envisager progressivement la montée en puissance de ces armées nationales pour que la France retire son armée, retire Barkhane. Ça lui coûte beaucoup trop cher, je pense que c'est pas viable. Des pays souverains ne peuvent pas déléguer leur sécurité à un pays, même si c'est un pays ami. Et donc, voilà, il faut envisager une évolution étape par étape pour que l'opération Barkhane se retire et que les forces africaines, les forces sahéliennes puissent prendre le relais. De mon point de vue, c'est vers cela qu'il faut aller. Il n'est pas exact, pour moi, totalement, il n'est absolument pas exact de penser que les pays là ont besoin pour leur sécurité. S'il n'y a pas la France, ils vont s'effondrer. Voilà, en échange de la protection de la France, il faut construire une relation spéciale avec la France. À l'état actuel d'aujourd'hui de la situation au Sahel, si Barkhane se retire demain, ce serait contre-productif, ce ne serait pas utile. Je pense que ce n'est pas réaliste. C'est pas de demander le départ de Barkhane. On l'entend sur les réseaux sociaux, dans les déclarations aujourd'hui. La présence de Barkhane est une présence utile. Mais pendant que Barkhane est là, il faut commencer déjà à envisager la transition pour que les forces africaines, les forces maliennes, les forces nigériennes, les forces burkinabées puissent prendre le relais parce que ça coûte trop cher, parce que c'est pas viable, parce que c'est pas exact. Mais cela ne veut pas dire que les pays là ont besoin absolument de la protection de la France. Si la France n'est pas là, ils vont s'effondrer, et puisque la France est là, il faut que la France devienne le partenaire privilégié. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les relations mondiales ont évolué, les relations africaines ont évolué, le paradigme des relations internationales a changé, les enjeux géostratégiques ont changé. On ne peut plus avoir la même relation que la France a eue avec ses anciennes colonies. 60 ans après les indépendances, les mêmes types de relations ne peuvent pas prospérer, et ça, je suis particulièrement convaincu. Une toute dernière question, si vous le permettez, concernant l'Afrique du Nord, puisque vous êtes un spécialiste de l'Afrique, et l'Afrique du Nord, elle fait partie de l'Afrique aussi. Comme vous le savez, vous étiez dans cette émission, et vous avez parlé à l'époque, le jour du retour du Maroc à l'Union africaine. Donc, vous avez fait une émission avec nous, et on a vu l'évolution de ce dossier, et à ce jour, on constate qu'il y a des consulats qui s'ouvrent dans les provinces du Sud au Sahara, des consulats de pays africains qui sont assez nombreux. Que cela représente pour vous, cette évolution sur la position africaine? Oui, je pense que ça, c'est le Maroc, comme vous savez, beaucoup de pays avaient insisté pour que le Maroc revienne, parce que historiquement, pour les gens qui sont plus jeunes, ils ne savent pas que la contribution qui a été celle du roi Mohamed V pour le processus de l'organisation de l'unité africaine. Le roi Mohamed V avait pris une part active, ensuite le roi Hassan II. Donc il y a eu quand même une implication importante du Maroc. Il y a eu la réunion de Casablanca, la réunion de Monrovia, la réunion de Lagos. Donc le Maroc était un acteur majeur de l'organisation de l'unité africaine dès le début. Donc beaucoup de pays étaient mécontents que le Maroc ait quitté l'OUA en 1984. Et
depuis lors, ils se battaient pour que le Maroc revienne. Le Maroc est revenu en janvier 2017. Moi-même, j'étais à Addis Abeba avec d'autres personnes. Ça a été un moment historique de retrouvailles de l'unité africaine. Aujourd'hui, le choix qui a été fait par certains pays, dont le Gabon, d'ouvrir les consulats dans les provinces du Sud, semble être une évolution normale de la position qui a été celle des pays qui soutenaient le retour du Maroc. Il y a d'autres pays qui étaient un peu réticents au retour du Maroc, mais les pays qui ont ouvert les consulats dans les provinces du Sud, notamment à Laïn et ailleurs, sont des pays qui étaient déjà dans la dynamique du retour du Maroc, et c'est une évolution tout à fait normale du retour du Maroc dans le giron, dans la grande famille africaine. De mon point de vue, cela ne doit pas surprendre. Monsieur Saddiq Abba, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant sur l'aspect, bien entendu, terroriste et sa dimension africaine, mais aussi cette relation France-Afrique qui est de taille. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Saddiq Abba, journaliste spécialiste des questions africaines, qui a travaillé tour à tour, bien entendu, pour l'agence panafricaine de presse, l'hebdomadaire Jeune Afrique, puis le site d'information Monde Afrique. Je préconise à notre auditoire qu'il est temps de feuilleter ce beau livre Voyage au cœur de Boko Haram. Monsieur Saddiq Abba, merci infiniment. Je vous remercie. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.